Je vais rebondir sur ce qu'a dit monsieur le doyen de la faculté de Rabat, de droit, monsieur Farid El-Bachar, sur la globalisation du droit. J'ai l'intime conviction que s'il y a bien un droit qui est vraiment globalisé, c'est bien le droit des données personnelles. Les données personnelles, c'est quoi? C'est une donnée donc, qui va m'identifier en tant que personne physique ou qui va permettre de m'identifier indirectement. Par exemple, si je donne un exemple, mes données de géolocalisation quand j'utilise mon téléphone, ou bien mon adresse IP quand je vais aller sur Internet, sur un site Internet quelconque. Et donc, l'objet de ma présentation va être sur le droit des données personnelles, et en particulier sur le droit allemand et européen des données personnelles. Quand on pense aux données personnelles en Europe, on pense au RGPD, Règlement général protection des données, qui date de 2016 et est entré en vigueur dans l'Union européenne en 2018. Le RGPD, c'était un texte novateur. Il y a une grande impulsion de l'Allemagne. Il faut savoir que le premier code sur la protection des données personnelles au monde remonte, il me semble, à 1977 dans le Land de Hessen, en Allemagne. Et l'Allemagne, la République fédérale d'Allemagne a été le premier pays à avoir sa législation en matière des données personnelles. Et donc le RGPD a été novateur, mais il a aussi eu des manquements. Donc je vais essayer dans un premier temps de vous présenter le texte, son objet, ses objectifs, par quels outils il vient protéger les personnes physiques, mais aussi donc ses manquements et en quoi la recherche, et particulièrement notre recherche à l'Université des Arts de Berlin, essaie de remédier. La présentation, je l'ai faite de manière très détaillée. Je peux vous l'envoyer avec grand plaisir après le séminaire. Je vais, par un souci de temps, devoir sauter quelques slides, mais si vous avez des questions aussi, je serais ravi d'y répondre par mail ou bien dans un échange ou des questions-réponses tout de suite après les présentations de mes collègues. Donc je vais passer directement au RGPD, son objet et ses objectifs. Alors, pour comprendre l'objet et les objectifs du droit de la protection des données de manière générale, il faut comprendre un concept qu'on appelle dans la doctrine l'asymétrie de pouvoir informationnel. Un terme assez flou, mais en fait, l'image de la balance permet de le comprendre de manière très claire. On a d'un côté ce qu'on appelle le responsable de traitement. Donc, c'est l'entreprise ou la personne qui va traiter des données personnelles, qui va définir les finalités du traitement, pourquoi elle va traiter les données. Et de l'autre côté, on a la personne concernée, donc ça va être moi, en tant que personne physique, privée, quand je vais aller sur le site internet. Et donc on voit que la balance penche en faveur du responsable de traitement, ou du moins pas en faveur, mais de son côté. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, il va définir les finalités du traitement, et en définissant les finalités du traitement, c'est lui qui va créer des risques pour les droits et libertés de la personne concernée. Et donc, comme on voit que la balance n'est pas équilibrée, le droit de la protection des données va essayer de rééquilibrer cette balance et donc va venir protéger les droits et libertés de la personne concernée. Et donc ces droits et libertés, ils sont multiples. On le voit avec cette image. Le droit de la protection des données vient protéger, par exemple, le droit à la vie privée, mais aussi le droit contre les discriminations, l'autodétermination en public et dans l'espace digital, et toutes sortes de libertés fondamentales qui font l'objet de la Charte européenne, par exemple, des droits et libertés fondamentales. Et donc, pour atteindre cette mission, le RGPD a des outils de protection et surtout des grands principes. Ces grands principes, ils sont énumérés à l'article 5. S'il y a bien un article qu'on doit citer dans le RGPD, c'est bien celui-là. Il cite les principes relatifs au traitement. Par exemple, la limitation des finalités du traitement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en tant que responsable de traitement, je ne vais pas avoir le droit d'utiliser vos données pour n'importe quoi. Je dois avoir un but, un objectif bien concret, je n'aurai pas le droit de le dépasser, par exemple, ou de le changer en cours de route. On a la licéité du traitement, donc je vais traiter vos données à caractère personnel sur ce qu'on appelle une base légale. Ça va être par exemple, je vais venir recueillir votre consentement. Je vais vous demander si je peux utiliser vos données, ou bien quand le traitement prend place au sein d'un contrat pour remplir mon obligation. On a un principe de minimisation des données, ce qui signifie que je ne vais utiliser que les données qui sont vraiment nécessaires pour atteindre les finalités du traitement.
Et ensuite, d'autres principes de transparence, loyauté, exactitude, confidentialité, très important par exemple dans une entreprise, dans les ressources humaines. Par exemple, une fiche de paie, c'est une donnée personnelle, elle a mon nom et mon salaire dessus, et la confidentialité, c'est par exemple de ne pas distribuer cette fiche de paie à une personne qui n'est pas du ressort des ressources humaines, par exemple. Et enfin, la responsabilité. Moi, en tant que responsable du traitement, je suis responsable face à l'utilisation que je fais de vos données. Il y a un autre article dans le RGPD, c'est le dernier que je citerai, l'article 25, qu'on appelle donc le principe du Data Protection by Design. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que je ne vais pas seulement protéger vos données pendant le traitement, mais aussi en amont. Je vais mettre en œuvre des principes, les principes que j'ai énoncés dans la conception technique et organisationnelle de mon entreprise. Je vais prendre pour cela 3 choses en compte. Premièrement, les risques que je vais créer, les risques spécifiques pour les personnes concernées que je vais créer en définissant le traitement, la finalité du traitement. Je vais prendre aussi en compte l'état des connaissances. L'état des connaissances, globalement, c'est si on a d'un côté les règles acceptées qui sont utilisées dans des entreprises et de l'autre côté les dernières découvertes techniques et scientifiques, eh bien l'état des connaissances va se trouver un peu en milieu. C'est la méthode la plus efficace et la plus novatrice que je vais pouvoir implémenter dans mon entreprise. Donc pour donner un exemple, par exemple, un responsable de traitement pour implémenter le principe de minimisation des données, eh bien il va par exemple pseudonymiser ou anonymiser les données. C'est une technique donc technique pour venir implémenter ce principe, pour faire en sorte que la personne concernée ne soit pas identifiable. Un autre exemple serait par exemple l'implémentation du principe de transparence par une charte de confidentialité ou une politique de confidentialité sur un site internet. Donc, quand on voit ces choses-là, on peut se dire, le RGPD c'est quand même un texte très fort, il a des grands principes, il a des outils qui permettent d'implémenter ces principes, notamment le Data Protection by Design, qui m'oblige à implémenter ces principes bien en amont du traitement en lui-même. Mais on a vu, depuis 2018, que le RGPD, eh bien, il a eu des manquements. Il en a eu plusieurs. Je vais focaliser sur 3 manquements. Je vais d'abord vous les énoncer, et ensuite, j'essaierai de vous exposer les solutions qu'on essaie de trouver dans la recherche pour pallier à ces manquements. Le premier grand manquement du RGPD, je dirais, peut-être que vous l'avez tout de suite découvert quand je vous ai énoncé les grands principes, eh bien c'est que ces principes ils peuvent potentiellement être très vagues. Principe de transparence, principe de loyauté, qu'est-ce que ça veut dire? Le RGPD, très souvent, ne les définit pas, ni dans le texte, ni dans les recitals qui viennent à la fin du texte. Par exemple, si je reprends mon article 25, eh bien, il m'oblige à implémenter des règles pour respecter les principes relatifs au traitement. J'ai mis les termes règles et principes en gras, pourquoi? Parce que c'est 2 instruments juridiques que va venir utiliser le RGPD. Les principes juridiques, qu'on peut aussi appeler des normes d'optimisation, sont très vagues et ils sont très adaptés aux domaines qui sont en développement constant et très rapide. Et des domaines issus de la digitalisation, par exemple le secteur des communications, télécommunications, et là c'est un domaine comme ça, qui va bouger en permanence, avec un marché très dynamique et très innovant. Et si j'ai des règles qui sont très concrètes, eh ben, mon texte va avoir tendance à ne pas réussir à prendre en compte ces changements. C'est pour ça que le RGPD utilise une formulation de principe. Mais le problème de cette formulation, eh bien, c'est qu'elle peut potentiellement découler sur un manque de sécurité juridique. Et donc justement, ce manque de sécurité juridique, on peut y pallier et le concrétiser en utilisant des règles juridiques. Par exemple, le Data Protection by Design. Le problème, c'est que dans le RGPD, très souvent, ces règles elles-mêmes ne sont pas tout à fait concrètes. Un deuxième problème que les praticiens et les chercheurs font face, eh bien, c'est qu'il y a des problèmes de méthode dans le RGPD. La protection des données, c'est un domaine pluriforme. On a des aspects qui sont très techniques, très mathématiques, d'autres aspects qui sont issus du milieu de la cybersécurité et évidemment des aspects juridiques. Je vais revenir à mon article 25 sur le Data Protection by Design.
qu'est-ce qu'il nous dit cet article? Il nous dit que compte tenu donc de l'état des connaissances, le responsable du traitement met en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées qui sont destinées à mettre en œuvre les principes de façon effective, etc., etc. Et là, le terme qui va nous intéresser, c'est le terme effectif. On voit très clairement qu'on a une obligation d'effectivité. Donc moi, responsable de traitement, toutes les techniques que je vais mettre en œuvre, toutes les mesures pour implémenter mes principes, eh bien, il faut que ce soit des mesures effectives. Mais si le RGPD ne nous dit pas ce que veut dire effectif, là, on a un problème. Et aussi, j'oublie un petit aspect, c'est que très souvent, dans la pratique, les personnes qui vont s'occuper de la protection des données personnelles et les délégués à la protection des données personnelles, ce sont des juristes. Et les juristes, évidemment, quelles techniques ils vont utiliser pour mesurer l'effectivité de la mesure? Eh bien, ce sont des techniques juridiques. On peut avoir un problème, par exemple, si je reprends la mesure technique qui est l'anonymisation des données, c'est très difficile avec des méthodes juridiques de quantifier l'effectivité d'une mesure d'anonymisation. On devrait plutôt faire appel, par exemple, à des techniques de cybersécurité ou bien des techniques informaticiennes, mathématico-statistiques. Donc ça, c'était le deuxième problème que je vois dans le deuxième manquement du RGPD. Donc un troisième manquement, très concret, qui n'est pas directement issu du texte, mais je dirais plutôt de la pratique, c'est les autorités de contrôle, donc on a une autorité de contrôle dans chaque État membre de l'Union européenne, et également en Allemagne, l'exception, ils ont en plus une autorité de contrôle par État fédéré. L'autorité de contrôle au Maroc aussi, la CNPD. Oui. CNDP, merci. Et donc, on s'est rendu compte eh bien, que si on regarde les flux de données, eh bien, ils sont mondiaux. Les flux de données vont partout. Ça se passe à la seconde, à la microseconde. Et donc, ça va demander des fonds vraiment très conséquents et beaucoup d'effectifs pour réussir à identifier ces flux et aussi venir voir les responsables de traitement et effectuer des audits pour le contrôler. Et donc là, on a un réel risque qui est devenu une réalité de sous-financement et de sous-effectif des autorités de contrôle. Il y a eu une étude qui a été faite en 2021, par exemple, où sur 30 autorités de contrôle interviewées, 21 ont dit qu'elles étaient insatisfaites de leur niveau de ressources. Donc on a trois problèmes. On a des problèmes de méthode, on a un problème de flou dû à la formulation de principe du RGPD, et on a un problème pratique qui est que les autorités de contrôle sont dépassées. Et donc la recherche se creuse la tête pour essayer de trouver des solutions à ce problème. Et donc c'est ce que nous essayons de faire au sein de la chaire pour l'autodétermination digitale de l'Université des Arts de Berlin. Je vais essayer de vous montrer quelques-unes de ces solutions que nous pensons avoir trouvées. Donc le premier problème que je vous ai énoncé, c'était le problème de méthode. Eh bien, nous considérons au sein de la chaire que dans le département qui s'occupe de la protection des données personnelles dans une entreprise, il ne devrait pas y avoir que des juristes. Nous pensons qu'il devrait aussi y avoir, par exemple, des informaticiens ou bien des spécialistes de la cybersécurité, et aussi d'autres spécialistes auxquels on ne pense pas forcément au premier abord. Par exemple, je vais revenir à mon obligation de transparence. On a, pour implémenter le principe de transparence du RGPD, une mesure qui est très commune, qui est la politique de confidentialité que je vais avoir sur mon site internet. Très souvent, cette politique de confidentialité, elle va être écrite par un juriste. Elle va être, juridiquement parlant, totalement dans les clous, je dirais, du RGPD. Mais est-ce qu'un texte juridique très long pour une personne concernée, est-ce qu'il est transparent? Je me permettrai de dire que très souvent, un non-juriste ne comprendra pas forcément toutes les dimensions du texte qu'il va lire sur le site internet. Et donc là, on peut imaginer prendre en compte des mesures de type graphique, de type design, de type UX, User Experience, qui vont venir pallier à ça. Par exemple, je vais utiliser des codes couleurs, des icônes, ce genre de choses pour essayer de faire en sorte que ma politique de confidentialité ne soit pas un long texte juridique, un long bloc, mais qu'elle soit juridiquement dans les clous, mais également lisable pour les personnes concernées et compréhensible.
C'est un premier point. Il y avait deux autres manquements. Les autorités de contrôle dépassées et la formulation de principe du RGPD. Et au sein de la chaire, nous travaillons de manière très intensive sur ce qu'on appelle les certifications RGPD. Nous pensons que les certifications, c'est un outil fabuleux parce qu'il va venir pallier à ces deux problèmes. Qu'est-ce que c'est une certification? C'est très simple, c'est tout simplement moi, responsable de traitement. Je vais aller voir une entreprise, je vais lui demander d'effectuer un audit chez moi et elle va me donner à la fin un papier ou un sceau qui va dire que je respecte le RGPD. Il faut savoir que cette entreprise, elle doit être homologuée par l'autorité de contrôle nationale et par l'autorité de contrôle sur la protection des données européenne. Donc n'importe qui ne peut pas certifier et dire que c'est une certification RGPD. Le deuxième point, c'est que pour obtenir ma certification, je vais devoir remplir des critères qui vont différer d'une certification à une autre. Donc on va avoir un marché des certifications qui va être pluriforme, où on va avoir différentes certifications avec différents critères. Et ces critères, eux aussi, vont être homologués, acceptés par l'autorité de contrôle. Et donc en quoi ça va venir pallier au problème des principes flous? Eh bien tout simplement ces critères, ils vont devoir être concrets, parce que pour certifier une entreprise, il va falloir que j'aille chez elle faire un audit. Et donc dans la recherche, on parle d'auditability des principes du RGPD. On va automatiquement, par une certification, transposer ces principes en des critères très clairs. C'est le premier point. Donc en fait, ce n'est pas le législateur qui va venir refaire un autre texte pour pallier justement, spécifier ces principes. Il y a beaucoup de gens qui ont dit qu'on aurait besoin d'un RGPD 2.0. Moi, je ne le crois pas. Je pense que le marché, potentiellement, par un marché des certifications dynamiques, peut lui-même venir spécifier ces critères. Et encore une fois, ces critères, ils sont acceptés par l'autorité de contrôle. Donc en fait, c'est un outil de co-régulation, la certification RGPD. Et le deuxième point, ça va venir également pallier au manquement des autorités de contrôle qui sont dépassées, parce que la certification RGPD, ça va être ce qu'on appelle une présomption pour l'autorité de contrôle. Quand elle va venir me voir et me contrôler, si j'ai une certification RGPD, elle va pouvoir présumer que je suis dans les clous. Et donc ça aussi, c'est super, parce que ça va lui faire gagner du temps, ça va lui faire gagner de l'argent, et ça va lui faire gagner aussi en effectivité. Et donc, je regarde ma montre. Dans les slides, vous verrez aussi la procédure pour se faire certifier, etc. etc. Et donc là, il y a un dernier problème que je vais énoncer. Parce qu'évidemment, on peut se dire, ok, c'est super, les certifications RGPD, c'est pratique, le marché va s'autoréguler et toutes les entreprises vont venir se faire certifier. Mais il y a un problème, c'est que la certification RGPD, elle est volontaire. Il n'y a pas d'obligation de se faire certifier. Et donc là, la question qui se pose, c'est que si on veut vraiment utiliser cet outil de co-régulation et qu'il soit effectif, il faut trouver un moyen pour inciter les responsables de traitement à venir se faire certifier. Et donc là, la recherche a déjà commencé à se pencher là-dessus. Et là, je suis très honoré de citer M. Maximilian von Grafenstein, qui est le tuteur de ma thèse, et qui a déjà développé une méthode pour démontrer que le RGPD peut, sous certaines conditions, déboucher sur plus d'innovation pour les entreprises. Et donc, plus d'innovation, ça veut dire quoi? Ça veut dire une entreprise qui est innovante, elle est plus à même à se distinguer sur le marché. Et si elle est plus à même à se distinguer sur le marché, de fil en aiguille, on peut en déduire qu'elle va avoir un avantage compétitif sur ses concurrents. Si j'ai un avantage compétitif par le biais de l'implémentation d'un texte de droit, eh bien, je vais avoir tendance à l'appliquer de manière correcte. Simplement, il reste à savoir comment implémenter systématiquement le RGPD, de manière à créer cet avantage compétitif systématiquement. Donc en fait, pour que les entreprises, dans leur implémentation du RGPD, elles vont l'implémenter de telle sorte à ce que, dans tous les cas, elles savent qu'elles vont en déduire un avantage compétitif. Et c'est là où les certifications RGPD peuvent jouer un rôle vraiment très important. Et c'est l'objet, justement, de ma thèse au sein du Berlin Career College de l'Université des Arts de Berlin. Je serais ravi d'en discuter plus longuement avec vous. Et donc, pour conclure, qu'est-ce que tout ça a à voir avec le Maroc? Eh bien, le Maroc,
il est en route pour la ratification de la Convention 108 et de son protocole d'amendement, donc qui est une convention du Conseil de l'Europe sur la protection des données personnelles. Et donc le Maroc, s'il ratifie, il y a déjà une loi sur la protection des données personnelles au Maroc, elle date, il me semble, de 2009, mais si le Maroc ratifie cette convention, eh bien c'est un signe qui, potentiellement, il va y avoir une nouvelle législation qui va venir. Et là, c'est vraiment l'occasion pour le Maroc de voir ce qu'ont fait les voisins, de voir ce qui a marché, mais aussi ce qui n'a pas marché, et de le prendre en considération. Par exemple, on pourrait penser dans la nouvelle législation au Maroc, eh bien, à des obligations d'implémenter des mesures design pour le principe de transparence, par exemple. Il y a plein de choses qui sont possibles. Mais pour cela, il faut voir ce qui n'a pas marché chez les voisins. C'était donc l'objet de ma présentation. Je vous remercie pour votre attention et je suis ouvert pour toute question, tout échange ultérieur.